Donc, je me présente, Olivier Arnoux, j'ai 44 ans, je suis, comme le précisait Touria, investi dans des questions de diversité depuis de nombreuses années. Et je vais essayer de vous parler aujourd'hui de divers mécanismes créés, initiés dans le bassin méditerranéen, en principauté de Monaco notamment, où je travaille, à la fois dans le milieu associatif et au sein d'une structure privée où on établit du conseil aux entreprises, aux parcs zoologiques, mais aussi programmes de conservation, toujours dans une volonté de conservation de la biodiversité. Alors Madagascar, nous allons parler de présentation de mécanismes visant à valoriser des ressources naturelles locales. Donc l'objectif est, pour notre association, pour nos activités, de travailler au travers des liens qui lient Madagascar. On a parlé de colonies précédemment. Cette grande île, l'île Rouge, au milieu de l'océan Indien, qui est une fois et demie la taille de la France, est indépendante depuis 1960. C'est un des paradis de la biodiversité, 80% d'endémisme, on va le voir un petit peu plus tard. Elle est considérée dans les hotspots de la biodiversité. On va travailler sur, vous parler des aires protégées, la valorisation des produits issus de ces aires protégées et la création de coopératives villageoises qui sont un des maîtres mots de cette présentation. Donc rapidement, qu'est-ce que sont les hotspots de la biodiversité? On est en plein milieu d'un hotspot puisque le bassin méditerranéen est une des zones dans le monde qui recueille le plus grand nombre d'espèces animales et végétales. Ces espèces animales et végétales nous permettent de vivre, mais ce sont aussi les espèces qui nous entourent. Comme on peut le voir, bassin méditerranéen, les Caraïbes, l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Sud, la Corne de l'Afrique, Madagascar et le Sud-Est asiatique. Et on peut le remarquer, ce sont principalement des pays en voie de développement ou des pays les moins avancés, d'où l'intérêt pour les pays développés dans les cadres d'accords Nord-Sud d'aider ces pays en voie de développement. Alors la biodiversité malgache, 80% d'endémisme. Vous savez tous ce que c'est que l'endémisme, des espèces uniquement présentes dans ce pays. J'ai essayé de vous montrer des petites bébêtes marrantes, un petit coléoptère girafe en haut à gauche qu'on ne retrouve que dans une zone qui fait 40 km², le crapaud tomate, un petit peu en dessous à droite, le propithèque de Perrier, l'Alédéo baobab que Yann Arthus Bertrand a largement représenté dans ses ouvrages, La Terre vue du ciel notamment. Un petit caméléon qui nous regarde avec un strabisme que le premier intervenant aurait pu expliquer. L'un des plus petits caméléons du monde, en bas à gauche, il paraît tout petit, hein, comparé à une pièce de 50 centimes. 3 espèces viennent d'être découvertes depuis encore et elles sont encore plus petites. Un koua, qui est un oiseau aussi d'un genre totalement endémique à Madagascar. Et toute cette biodiversité souffre. Madagascar, en 1960, avait une population d'environ 2 millions d'habitants. Elle est aujourd'hui de plus de 20 millions d'habitants. Une très forte démographie, une très forte déforestation. Il faut savoir qu'un sac de charbon correspond à 1/5 du salaire minimal d'un malgache et qu'il est souvent beaucoup plus facile d'aller récolter du charbon que de trouver un travail. Pas par facilité, mais parce que aussi quasiment 2 générations de malgaches ont complètement été oubliées en milieu rural en termes d'éducation. On a un taux d'analphabétisation énorme, surtout dans les zones du Nord où je travaille particulièrement. Fanambi, et c'est d'eux qu'il faut parler, parce que dans le cadre de cet accord, c'est Monaco qui aide Madagascar, mais c'est des hommes à Monaco, en principauté, dans le bassin méditerranéen, qui aident une ONG malgache. Fanambi, qui veut dire défi en malgache, est un groupement de scientifiques, chercheurs, conservationnistes qui s'est créé en 2007 et qui a une approche un petit peu différente des grandes organisations de conservation de la nature, comme le WWF, Conservation internationale, en associant les communautés locales. Et on ne peut pas préserver une espèce, un animal, une plante, une grenouille, une tortue, quand bien elle est la plus belle et la plus rare, si on ne s'occupe pas des communautés locales. Donc à l'après-guerre, dans les années 50, la conservation de la biodiversité consistait à délimiter une zone par une clôture et à interdire tous les habitants à se rendre dans cette zone.
La démarche de Fanamb est totalement différente. Elle a une démarche totalement participative et c'est ces communautés qui travaillent au sein des zones. Avec l'ONG monégasque avec lequel on a eu notre plus beau résultat, parce que dans la conservation, il n'y a pas que des réussites, hein, il y a malheureusement des échecs. On a créé dans le nord, vous le voyez peut-être, Andrafiamen, Andavaquer, c'est au sud de Diego Suarez, en Siranan, pour ceux qui connaissent Madagascar, une aire protégée de 80 000 hectares, au départ pour un lémurien, qui est considéré comme un des lémuriens les plus rares de la planète. Il en reste 400 environ, dans un patchwork forestier. Et quand je dis patchwork, c'est vraiment des zones totalement déforestées qui ont été morcelées. Et on est parti de cette espèce de lémurien. On a convoqué les plus grands primatologues, les plus grands scientifiques. Et avec Fanamb, on leur a parlé du lémurien, mais pendant 4 ans, on ne s'est absolument pas occupé du lémurien. Le principal travail a été de délimiter la zone de répartition de cette espèce et de travailler ensuite avec les communautés, par des ateliers, par la création de 2 écoles, un dispensaire de campagne, l'adduction d'eau, l'adduction d'électricité. Et ce lémurien qui en malgache s'appelle Akumbazobi, qui veut dire le lémurien noir, qui est fade, qui est interdit, devient aujourd'hui un des principaux symboles de la réussite de cette zone. Donc Fanamb a mis en place un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Saanal. Alors, excusez ma prononciation malgache, mais en fait, toutes les dernières syllabes sont interrompues. On coupe. Donc Saanal, là, pour un Vasa que nous sommes, un petit français, ça devient Saanal, est un GIE et une marque commerciale déposée à l'OMAPI, qui est l'INPI malgache, et qui a inscrit une démarche participative des communautés rurales dans des productions alimentaires. Alors, on va, je pense, passer de suite dans un premier exemple. Vous connaissez peut-être le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est une des huiles essentielles de Madagascar. Alors à Madagascar, vous coupez la main, vous mettez du Ravinsara, elle va repousser. C'est l'huile essentielle qui répare tout, qui soigne de tous les maux. Elle est distillée, comme la majorité des huiles essentielles. Mais ce qui est intéressant, c'est que les communautés locales la cultivent, la distillent, et le groupement d'intérêt économique s'occupe de la commercialiser ensuite, à la fois à Madagascar, dans les hôtels de luxe, via la compagnie aérienne, et ensuite par l'exportation en France et dans d'autres pays d'Europe. Ce qui est intéressant dans cette démarche de Fanamb et de Saanal, c'est qu'on est allé chercher des certifications françaises, écossaires, des certifications bio, des certifications équitables. On va parler un petit peu après du vice de ces certifications. Le gingembre, bon, qui est très connu, à Madagascar, il est surtout produit en huile essentielle, qui est un stimulant digestif, efficace contre les nausées, les mal du transport. Les Malgaches l'utilisent beaucoup quand ils font du taxi-brousse. Ils mâchent souvent du gingembre. Et là, c'est une petite communauté de la zone de Anzozorobe, qui est une des aires protégées, qui produit du gingembre. On voit des jeunes femmes, ce sont souvent des associations de femmes, qui sont en train de sécher ce gingembre, qui ensuite va être broyé, distillé et, dans un alambic qui a été fourni par le groupement d'intérêt économique, Saanal, et qui permet ensuite de produire cette huile sur lequel des marchés émergents existent réellement en Europe, avec le boom sur le bio et qui sont vraiment intéressants. Le riz rouge. Le riz rouge est la base le riz est globalement la base de l'alimentation des Malgaches. Il faut savoir que sans faire absolument de politique, le pays était dans les années 50-70 quasiment indépendant, autosuffisant et exportait même du riz. Aujourd'hui, il importe 40% de sa consommation de riz. Et donc c'est un réel problème. Là, on travaille sur un riz rouge qui n'est cultivé que sur les hauts plateaux, autour de cette aire protégée d'Anzozorobe. Et ce sont des femmes qui sont en train de sécher le riz et qui est vendu principalement là dans les... alors, il y a un marché en Europe, c'est l'Angleterre, puisqu'il est utilisé comme riz au lait le matin, et puis ensuite dans les hôtels de luxe du pays. Ce qui est intéressant avec ces groupements, c'est que dans le cadre de cette aire protégée, on a eu des associations de femmes qui travaillent sur ces différents produits. Il y a eu la création d'un écolodge aussi,
un lodge qui a été financé par l'Office mondial du tourisme, qui est respectueux de l'environnement. Et on crée des micro-circuits économiques locaux qui permettent aux gens et aux communautés locales de rester au sein du programme et au sein de l'aire protégée. C'est-à-dire qu'en protégeant un animal, une espèce végétale, on arrive à créer un petit tissu économique et l'objectif est de le rendre autonome. Madagascar vit à 70% de l'aide extérieure, de l'aide humanitaire. À l'heure actuelle, le pays traverse une crise économique et surtout politique grave depuis 2 ans, puisqu'il n'y a pas de gouvernement reconnu. Le dernier président a quitté le pays, est en exil en Afrique du Sud. Il y a un gouvernement de transition et toutes les aides institutionnelles européennes sont gelées. La coopération allemande a 65 millions d'euros gelés pour ce pays. La coopération française doit être de l'ordre de 20 millions d'euros qui sont gelés à ce jour et qui ne permettent pas au pays de se développer. D'où l'intérêt de trouver des mécanismes localement pour que les communautés puissent continuer à fonctionner et pour que les programmes de conservation puissent continuer à exister. D'autres productions venant des aires protégées, la cannelle, à la fois en poudre et en bâton, qui marche très très bien à l'exportation. Vous voyez en rouge les 5 aires protégées sur lesquelles travaillent FANAMB et le groupement d'intérêt économique Saanal, le clou de girofle, les 3 poivres que sont le poivre noir, le poivre blanc et les baies roses. Il y a un nouveau produit qui vient d'apparaître qui est le poivre sauvage et qui est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une liane qui ne pousse qu'en forêt primaire. Elle n'est pas cultivée, elle ne peut pousser que sur des forêts primaires absolument pas dégradées. Et les cueilleurs doivent aller dans la forêt cueillir ce poivre. Si la forêt primaire disparaît, le poivre sauvage disparaît. Si le poivre sauvage disparaît, c'est lui qui est acheté le plus cher aux communautés. Des revenus substantiels disparaissent. Et ces anciens forestiers, ces anciens coupeurs de bois, qui étaient les villageois, sont devenus maintenant, dans le cadre de ce mécanisme, les premiers protecteurs de cette forêt, puisqu'ils ont compris l'intérêt, la valorisation de leurs produits. La vanille bio, on a parlé de différentes certifications. Il existe plusieurs certifications pour la vanille. Une certification bio, qui est faite par Ecocer en France, qui se déplace sur place, qui fait des prélèvements en forêt, qui fait des prélèvements sur les différents produits. La vanille est une gousse d'une orchidée qui est artificiellement pollinisée, puisqu'elle n'a pas de pollinisateur naturel. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud. C'est un esclave à l'île Bourbon qui avait le premier découvert la technique de pollinisation et qui est maintenant transmise de famille en famille. Et on a développé avec beaucoup d'espoir une vanille bio-équitable, mais le certificat bio-équitable est tellement cher que la vanille se retrouve beaucoup trop chère sur le marché et est devenue invendable. Donc ça, c'est les ersatz un petit peu, d'aller trop loin dans le cadre de... Et on ne vend globalement que de la vanille bio, puisque la vanille équitable devient trop chère. En plus, les coûts de la vanille, les coûts mondiaux de la vanille, les cotations sont très variantes. Elles peuvent aller de $50 à $500 le kilo. Donc c'est toujours très difficile, quand on a une année à $500, d'expliquer aux villageois qu'on leur paiera qu'un dixième du prix de l'année précédente. La noix de cajou, c'est un produit d'espoir pour les projets du Nord, puisque les noyers de cajou existaient, avaient été plantés à l'époque coloniale, dans les années 50, et étaient totalement abandonnés. Néanmoins, elles nécessitent une mécanisation. Donc on essaye de créer des ateliers de formation pour pouvoir ouvrir ces amandes, puisque je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble, ça ressemble à un petit haricot, mais elle est dans une coque très dure. Il faut ouvrir cette coque pour ensuite pouvoir l'extraire. Donc il y a toute une formation des personnels à ouvrir cette coque pour ensuite les transporter et les conditionner dans des laboratoires, c'est le terme exact, agréés par l'Union européenne, sans quoi ces produits ne pourraient pas être vendus en Europe. L'arachide de bouche, vous avez vu l'allée des baobabs tout à l'heure. Je crois qu'on pourrait revenir dessus parce que je vais vous montrer juste un petit effet. Vous voyez cette forêt,
cette allée de baobab qui paraît magnifique, mais en fait, c'est le signe d'une forêt totalement dégradée. Normalement, seule la cime des arbres devrait transparaître. Le tronc n'étant d'ailleurs absolument pas protégé contre les intempéries. Et la culture du riz met en péril cette zone de l'allée des baobabs. Fanamb, depuis 2 ans, travaille à planter des arachides qui ont besoin de beaucoup moins d'eau, en valorisant l'arachide de bouche, qui a une forte valeur ajoutée, surtout à Madagascar et dans toutes les Mascareignes, Réunion, Comores, pour être revendu et par là même protéger l'habitat des baobabs, puisque la riziculture, conserver de l'eau toute l'année, était nocive aux baobabs. Le riz blanc parfumé et les huiles essentielles, voilà globalement les produits sur lesquels on travaille au sein de cette association entre notre entité à Monaco, l'ONG malgache et le groupement d'intérêt économique sur Saanalal qui gère ces 5 aires protégées. Voilà, je vous remercie.